Alpes. Donc, la soutenance sera défendue devant le jury, ici présent et à distance également. Donc, jury qui est composé de M. Richard Esri, qui est professeur d'université à l'Université d'Édimbourg, voilà, qui sera le premier rapporteur de la thèse. M. Bertrand Decharme, qui est chargé de recherche au Centre de recherche météorologique, unité de Météo France et de l'unité NRS de Tours. Madame Catherine Hotelet, qui est directrice de recherche CNRS, laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire de l'IPSL. Madame Frédéric Chéry, ici, qui est chargée de recherche au laboratoire de météorologie dynamique, laboratoire également de l'IPSL. Monsieur Gérard Frieder, directeur de recherche au CNRS, ici à l'IGE, qui est le directeur de l'IPSL. Et Martin Ménégoz, qui est le co-encadrant, on va dire, de la thèse, qui est CF, chargé de recherche ici CNRS, et puis moi-même, voilà, Delphine Six, qui suis physicienne du CNAP à l'IGE, qui suis représentante de l'UGA et qui suis donc nommée comme présidente de ce jury. Donc la thèse de Mickaël va nous transporter vers les hautes montagnes d'Asie. La soutenance est effectuée en français. La majorité des supports est en anglais. Et la discussion qui en se suivra pourra être effectuée en anglais ou en français à la convenance de chacun. Donc voilà, je vous demande de chacun penser à éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Merci. Et Mickaël, eh bien, tu as la parole pour 45 minutes environ. Et je vous remercie. Bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour soutenir ma thèse intitulée Modélisation de la variabilité des tendances climatiques dans les hautes montagnes d'Asie pour une meilleure compréhension de leurs impacts sur la cryosphère. Donc, thèse encadrée par Martin Ménégoz et Gerhard Kriner, ici même à l'Institut des géosciences de l'environnement, et dont le jury vient de vous être présenté. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer un petit peu de la neige. Et donc, en plus d'être joli, cela permet de stocker des ressources en eau en hiver et puis de le relarguer au printemps et en été, que ce soit pour l'agriculture, le potable, l'hydroélectricité, etc. Mais ça joue également un rôle très important dans le système climatique dès lors que la neige reflète une grosse partie du rayonnement solaire et change radicalement un petit peu les conditions de surface et a un impact sur le bilan radiatif d'énergie de surface. Et de par son pouvoir isolant, cela permet également à des petites bébêtes de survivre pendant l'hiver ou également à des petites plantes. Donc, de fait de son importance, il y a des groupes de modélisation qui essaient de développer donc, des modèles de climat et qui essaient donc de modéliser également la neige à l'intérieur de ces modèles. Et c'est en particulier le cas de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont Frédéric et Catherine font partie, avec lesquels on a pas mal collaboré. Et ce n'est pas si évident de modéliser la neige. Et en particulier, comme vous pouvez voir ici à gauche, vous avez les biais de couverture de neige, c'est-à-dire la couverture de neige simulée moins des observations satellites. Et comme vous pouvez voir ici, on a pas mal de bleu. Et ça veut dire qu'il y a en gros, le modèle simule en gros 30% environ de neige en moins par rapport à ce que l'on observe avec des observations satellites. Ils ont travaillé un petit peu là-dessus et puis ils ont réussi à obtenir une nouvelle version qui réduit largement ce biais sur l'ensemble de l'hémisphère nord, mais a par contre fait apparaître un biais, au contraire, un excès de couverture de neige sur le plateau tibétain et les hautes montagnes d'Asie. Et donc, c'est un petit peu autour de cela que ce travail de thèse va graviter. Mais donc, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et déjà, donc, pour reprendre un petit peu depuis le début, qu'est-ce qu'un modèle de climat ? De manière générale, ce sont de gros modèles informatiques qui modélisent les différentes composantes du système climatique, telles que l'atmosphère, l'océan, la cryosphère dont la neige fait partie et la biosphère. Ils sont basés donc sur des équations de la mécanique des fluides, de la thermodynamique, ainsi que sur des principes de conservation de la masse et de l'énergie, entre autres. Et donc, pour transcrire ces équations sous forme numérique, on discrétise le globe sous forme de petits cubes que l'on appelle des mailles, au sein desquels on va calculer tout un tas d'équations, que ce soit le rayonnement solaire, les nuages, les précipitations, etc. Et cela nous permet d'obtenir à chaque instant des variables comme le vent, la température et l'humidité. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de modèles qui existent.
des modèles qui simulent l'ensemble de la planète, qu'on appelle des modèles de circulation générale ou globaux de climat. Il faut savoir qu'actuellement, ces modèles ont une taille, la résolution de leur maille a une taille d'environ 100 km aujourd'hui, ce qui est encore assez grossier. Et puis, il y a ensuite des modèles régionaux ou plus fins qui vont être utiles pour des applications plus spécifiques. Et donc, en parallèle du développement de ces modèles, il faut savoir qu'il y a un projet d'intercomparaison de modèles qui a été initié en 1997 par le Groupe mondial de recherche sur le climat, et donc qui a pour but de faire des simulations communes pour essayer d'améliorer ces modèles, les comparer entre eux et faire plein d'expériences comme ça. Et donc, lors de cette 6e phase qui a eu lieu récemment, cela regroupait environ 49 groupes de modélisation et près de 100 modèles de climat. Donc, ces expériences s'articulent autour d'expériences communes qui sont les mêmes d'une phase à une autre pour comparer un petit peu l'évolution de ces modèles. Et puis, il y a des expériences plus spécifiques à chaque phase de ce projet d'intercomparaison de modèles et qui, en particulier, là, lors de cette 6e phase, s'articulent un petit peu autour des biais systématiques des modèles, comme le biais de couverture de neige, par exemple, sur lequel on va travailler, sur leur réponse au forçage et également les projections futures. Donc, le but et l'objectif de cette thèse, ça va être d'étudier la variabilité et les tendances climatiques dans les hautes montagnes d'Asie que j'appellerai en HMA. Et elle se décline principalement en 2 objectifs. Une première étude multimodèle CMIP6 qui va avoir pour but de répondre aux questions un petit peu du changement climatique dans les hautes montagnes d'Asie à l'aide de ces modèles de circulation générale et de jeux d'observation. Ensuite, on aura une 2e partie qui va présenter plus spécifiquement le modèle de l'IPSL sur la région des hautes montagnes d'Asie. Et enfin, la 3e partie qui aura pour but de répondre au 2e objectif qui est d'améliorer la représentation de la couverture de neige en région de montagne, en particulier donc dans le modèle de l'IPSL, mais plus généralement pour tous les modèles de climat. Donc, on est parti pour cette première étude qui va avoir pour but de comparer différents modèles de cette 6e phase du projet d'intercomparaison de modèles sur la région des hautes montagnes d'Asie. Et donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'est cette région. Donc, en gros, ça englobe les grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, le Karakoram, etc. Et puis, le plateau tibétain qui a une altitude moyenne de 4000 mètres sur près de 5 fois la France. Et donc, ça a un impact sur le climat régional, mais également global. Cette région est particulièrement sensible au réchauffement climatique car elle fournit des ressources en eau à près de 1,4 milliard d'habitants dans les bassins versants environnants. Et puis, elle est soumise en gros à 2 régimes climatiques. Un premier qui va apporter des précipitations via des perturbations d'ouest qui apportent près de 50% de précipitations en hiver dans la région ici au nord-ouest, principalement sous forme neigeuse. Et puis autrement, la majeure partie des précipitations arrive ensuite pendant les moussons indiennes et est-asiatiques ici via le sud-est. Donc cette région se réchauffe comme tout le reste du monde et cela a un impact sur le permafrost, les glaciers, les ressources en eau, la biodiversité, etc. Et puis on observe des tendances un petit peu plus contrastées en termes de précipitations et de couverture de neige, du fait d'une variabilité plus importante. Le gros problème de cette région, c'est qu'on a très peu d'observations. Comme vous pouvez voir ici en noir, vous avez les stations météorologiques chinoises. Donc, cela couvre plus ou moins la partie est du plateau, mais très peu le centre et en particulier les hautes montagnes. D'où l'importance d'utiliser également des modèles pour compléter nos connaissances sur cette région. Mais alors, le gros problème des modèles sur cette région, c'est que du fait de sa topographie très complexe et de ses mailles encore assez larges, de la centaine de kilomètres, les modèles ont vraiment beaucoup de difficultés à représenter, modéliser, simuler les grandeurs simples, comme ici par exemple la température. Vous pouvez voir les biais de température de la précédente phase du projet d'intercomparaison de modèles, donc CMIP5. Et vous pouvez voir qu'en bleu, c'est les modèles qui simulent une température trop froide par rapport aux observations, et en rouge, une température trop chaude. Donc, comme vous pouvez voir, la majeure partie des modèles ont tendance à avoir un biais froid, quelque chose qui est bien connu depuis les premières modélisations. Il y a plusieurs explications qui ont été avancées un petit peu au fil des décennies. Et donc, le but de notre étude va être d'étudier les biais des modèles CMIP6 pour voir ce qu'il en est en termes de température de surface, de précipitation et de couverture de neige, de voir s'il y a des liens
entre ces différents biais, et puis s'ils impactent les tendances passées. Et puis nous verrons ensuite des projections d'ici la fin du siècle. Donc pour cela, on a utilisé typiquement 26 modèles CMIPSI sur la période historique de 1979 à 2014, et 10 d'entre eux qui étaient disponibles pour les projections futures, pour des scénarios de plus basses à plus hautes émissions de gaz à effet de serre. Pour les comparer, on a utilisé typiquement des observations. Donc ici, pour la température de surface, celle du cru, qui interpole des stations météorologiques. Donc vous pouvez voir la climatologie ici en haut à droite. Donc, de manière annuelle, on voit que sur le plateau, il fait des températures relativement négatives, et puis autour, il fait beaucoup plus chaud, hein, du fait de la grande différence d'altitude. Pour la couverture de neige, nous avons utilisé des observations satellites, ici NOAA-CDR, qui sont assez grossières encore, de la centaine de kilomètres, mais qui permettent tout de même d'avoir une idée sur la répartition régionale de la couverture de neige. Donc, on peut voir qu'elle se centre principalement ici dans la région nord-ouest de la région HMA, un petit peu le long de la chaîne himalayenne et dans l'est, dans les montagnes à l'est, mais le plateau tibétain reste largement peu couvert de neige, avec une couverture souvent inférieure à 30% en moyenne ici annuelle. Et puis pour les précipitations, nous avons utilisé le produit Aphrodite qui interpole des stations météorologiques et qui a l'avantage aussi de prendre en compte la topographie. Et donc vous pouvez voir que la majeure partie des précipitations a lieu ici dû aux moussons asiatiques et indiennes, et puis que les précipitations ici des perturbations d'ouest sont plus faibles en hiver, tandis que le plateau, lui, reste largement beaucoup plus sec par rapport au reste de la région. Il faut savoir tout de même que donc, les observations de précipitations ont tendance à sous-estimer la part des précipitations totales, parce que les pluviomètres ont tendance à sous-capter un petit peu les précipitations neigeuses, et donc il y a beaucoup plus d'incertitudes sur ces dernières observations. On a bien sûr essayé de comparer à d'autres jeux d'observation, hein, du fait de ces incertitudes, et en particulier des réanalyses qui combinent observation et modèle pour essayer de tirer le meilleur parti des deux. On définit donc le domaine des hautes montagnes d'Asie comme la région ici en rouge, des altitudes supérieures à 2500 mètres. Et puis on définit la saison d'hiver de décembre à avril, là où les perturbations d'ouest sont les plus importantes. Et puis ensuite l'été de juin à septembre, pendant la période de mousson. Donc voici une première carte qui montre, comme on l'a vu précédemment, des biais des modèles en termes de température de surface. Donc on retrouve ici la climatologie du cru, donc des observations ici, et puis la moyenne des biais de tous les modèles, c'est-à-dire la moyenne de la température simulée moins la température observée. On remarque que de manière générale, la moyenne multimodèle simule un biais d'environ 2 degrés ici, toujours donc un biais froid présent. Malgré tout, on voit que les patterns sont assez différents et que certains modèles, au contraire, tendent à surestimer un petit peu la température, tandis que d'autres sous-estiment largement la température. Et on retrouve en particulier donc, le modèle de l'IPSL ici, avec un biais moyen annuel de moins 8,5 degrés. On a ensuite regardé ce que cela donnait pour toutes les différentes variables. Donc ici, en moyenne, sur tout le domaine HMA. Donc en bleu, vous avez l'erreur quadratique moyenne, et en rouge, vous avez les biais. Donc de température en haut, de couverture de neige et de précipitations. On retrouve pour les précipitations des valeurs seulement positives, hein, du fait de cette sous-captation un petit peu de la neige dans les produits de précipitation. Donc il faudra prendre les interprétations de ces observations avec beaucoup plus de pincettes. Et puis, on retrouve donc le modèle de l'IPSL qui sous-estime la température, comme on l'a vu, et qui surestime la couverture de neige, comme on a pu le voir dans les premières slides, avec un léger excès de précipitation. À l'inverse, certains modèles ont des biais très faibles en termes de température, mais un excès de couverture de neige qui montre que l'origine des biais entre les différents modèles est très certainement différente. Malgré tout, la majeure partie des modèles qui sous-estiment la température ont quand même tendance à surestimer la couverture de neige. On s'est ensuite posé la question si est-ce que la résolution des modèles avait un impact dans ces biais, parce que je vous ai dit l'ordre de grandeur c'était 100 km, mais il y a des modèles qui vont jusqu'à 300 km en termes de taille de maille, jusqu'à environ 50 km. Donc comme vous pouvez le voir ici, on retrouve les biais en fonction de leur résolution. On ne voit pas de choses, de liens très majeurs. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même une légère diminution des biais avec la résolution, mais que pour certains modèles, ils sont complètement
mauvais malgré l'augmentation de la résolution. Et c'est en particulier le cas du modèle du CNRM, qui, lorsqu'on augmente la résolution, a un biais encore plus important sur cette région. Voilà, donc on s'est ensuite posé la question si est-ce que ces biais avaient un impact sur les tendances passées. Et donc ici, vous pouvez voir les tendances en température de surface, ici en degrés par décennie sur la période hivernale en fonction de leur biais. Et donc on retrouve la même chose pour toutes les variables, également pour l'été. Et au premier regard, on ne voit pas forcément de lien très qui se dégage. Et en particulier, on retrouve des modèles très biaisés qui ont des tendances qui collent avec les observations qu'on a ici en noir. Et à l'inverse, on a des modèles qui sont peu biaisés, mais qui ont tendance à réchauffer trop vite. Donc, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les variables à toutes les saisons. On voit qu'il y a quand même, quand on prend tous les modèles, il y a un certain lien quand même à certaines saisons pour certaines variables, et en particulier pour la couverture de neige, dès lors qu'on a très peu de couverture de neige sur le plateau tibétain, forcément des modèles vont avoir trop de neige, mais ils vont pouvoir faire fondre de la neige, alors que les autres modèles n'ont peu de neige à faire fondre. Malgré tout, donc les modèles en orange sont les modèles qui sont disponibles pour les projections, et on voit que la plupart des modèles tombent dans le range des observations, mis à part un. Et donc, on a décidé de conserver tous les modèles pour les projections. Et donc, voici ce que cela donne d'ici la fin du siècle. Donc ici, vous retrouvez l'évolution de la température de surface sur la période historique, et puis pour les différentes projections en fonction des différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc de plus basses à plus hautes émissions. Et on voit que d'ici la fin du siècle, donc en moyenne sur 2080-2100 par rapport à la période récente, on s'attend à une augmentation de température qui pourrait aller de 2 à 6,5 degrés en fonction de ces scénarios. Et ceci associé donc avec une diminution relative de la couverture de neige d'environ 10 à 30% et une augmentation des précipitations de 8,5 à 25% environ. De manière spatiale, cela se répartit comme ça. Donc ici, vous avez l'hiver à gauche et l'été à droite pour les deux scénarios intermédiaires, donc le jaune et le rouge ici, que je vais représenter avec les plus faibles et plus hautes émissions de gaz à effet de serre. On voit que plus on émet de gaz à effet de serre, plus le réchauffement est important. On voit qu'en hiver, en particulier, le réchauffement est plus important sur le plateau tibétain que dans les régions environnantes. On voit que la neige a tendance à fondre aux alentours de la région HMA, peu ici dans la région du Karakoram, ce qui peut s'expliquer par une augmentation des précipitations liées aux perturbations de l'Ouest qui peuvent amener plus de précipitations neigeuses. En été, on voit que la neige fond là où il reste de la neige, et même dans le Karakoram, et une augmentation importante des précipitations liées aux moussons. Donc, pour résumer, on a fait une analyse multimodèle CMUP6 avec des modèles de circulation générale donc sur la région HMA. On a vu qu'il y avait encore en moyenne un biais froid sur cette région associé avec une surestimation de la couverture de neige et des précipitations. On a vu qu'il n'y avait pas de lien forcément évident entre les biais et les tendances, car certains modèles très biaisés sont capables de reproduire les tendances passées, et que l'augmentation de la résolution des modèles n'augmentait pas systématiquement les performances, d'où la nécessité de travailler en parallèle continuer à travailler donc, sur la physique de ces derniers. Il y a bien sûr beaucoup d'autres variables qu'on n'a pas étudiées, qui peuvent avoir un impact dans les biais qu'on observe, en particulier la couverture nuageuse, les aérosols, etc. Et puis, donc, on s'attend, d'ici la fin du siècle, en tout cas, en fonction des différents scénarios, à un réchauffement de manière générale avec une diminution de la couverture de neige et une augmentation des précipitations. Donc, voici pour cette première partie. Maintenant, nous allons nous focaliser un petit peu plus sur le modèle de l'IPSL pour étudier un petit peu plus et comprendre d'où peuvent provenir les biais qu'on observe, donc l'excès de couverture de neige et le biais froid. Donc déjà, le modèle de l'IPSL, il regroupe plusieurs modules qui vont modéliser l'atmosphère, les surfaces continentales, l'océan ou la chimie atmosphérique. De notre côté, on va s'intéresser principalement au modèle d'atmosphère LMDZ et de surface continentale orchidée, en particulier dans leur version CMUP6 à basse et haute résolution, donc en gros de la centaine de kilomètres à environ 50 km de résolution. Donc,
Pour essayer d'identifier un petit peu d'où pourrait venir la source de ces biais, on a typiquement étudié plusieurs expériences CMIP6 que vous pouvez voir ici à gauche, et en particulier donc l'expérience historique. Donc, c'est les expériences qu'on a étudiées dans la partie précédente qui couplent toutes les composantes océaniques, atmosphère et surface continentale. Des expériences AMIP qui couplent atmosphère et surface continentale, mais qui est forcée par des observations océaniques. Une expérience Landis qui, cette fois, simule seulement les surfaces continentales et est forcée par des observations atmosphériques. Et puis, une expérience IRES-MIP qui, cette fois, est similaire à AMIP, mais elle va avoir une résolution plus importante et ce qui va permettre, par exemple, de mieux représenter le relief. Donc, la première chose qu'on remarque, donc ici, donc on a les biais à gauche de couverture de neige et à droite de température. Donc, plus c'est bleu, plus il y a trop de neige dans le modèle et il fait trop froid également dans le modèle. Donc, on remarque, on retrouve les biais qu'on avait précédemment, avec des excès de couverture de neige de plus de 50% simulés dans le modèle, avec des températures qui vont jusqu'à plus de moins 15 degrés à certains endroits localement par rapport à ce qu'on observe. Et puis, on voit qu'entre les expériences historiques et AMIP, il y a peu de différences. Donc, typiquement, l'océan n'a peu d'impact dans l'origine de ces biais. Par contre, lorsqu'on augmente la résolution, on voit qu'on a une légère diminution des biais dans le cadre du modèle de l'IPSL. Et par contre, si on regarde l'expérience Landis, donc qui est forcée par des observations atmosphériques, donc c'est pour ça qu'ici on n'a pas de biais en température parce que c'est forcé, on remarque au contraire, on n'a quasiment pas de biais ou alors une légère même sous-estimation de la couverture de neige. Donc là, cette dernière expérience est vraiment à prendre avec des pincettes parce que du fait très peu d'observations qu'on a dans la région HMA et en particulier au niveau des précipitations, il y a des papiers qui montrent qu'une sous-estimation des précipitations peuvent entraîner une sous-estimation de la couverture neigeuse. Voilà, donc ça va prendre un petit peu plus avec des pincettes. De notre côté, on a décidé de s'intéresser plutôt aux expériences couplées pour essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces biais. Et donc pour ça, on a typiquement regardé un petit peu plus haut qu'est-ce qui se passait déjà dans l'atmosphère. Donc pour ça, on a fait des moyennes zonales ici sur l'ensemble du globe, au milieu seulement sur la région HMA, et puis sur l'ensemble du globe, sauf la région HMA. Donc la première chose que l'on remarque, c'est qu'on a un biais froid dans la troposphère. Donc ici, c'est la température simulée moins des observations, ici en particulier de réanalyse et réintérim. Et on voit que le modèle simule une température trop froide de l'ordre de quelques degrés dans la troposphère et une température trop chaude dans la stratosphère. On voit que ce biais est amplifié au niveau de la région des hautes montagnes d'Asie et qu'il est légèrement diminué dans l'expérience IRES. Donc, typiquement, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les biais de surface pouvaient générer le biais troposphérique ou à l'inverse, est-ce que le biais troposphérique pouvait avoir un impact ou être à l'origine des biais qu'on observe en surface? Donc, pour cela, on a fait deux expériences. Une où on allait retirer entièrement la neige pour changer radicalement les conditions de surface et voir l'impact que cela avait sur le biais troposphérique. Et puis, à l'inverse, on a essayé de guider les simulations atmosphériques vers des observations pour diminuer ce biais troposphérique et voir si les biais de surface étaient toujours présents. Donc, dans la première expérience sans neige, vous retrouvez ici l'expérience de référence, donc la neige évolue normalement. Ici, l'expérience sans neige, là où vous voyez donc la température de surface, et les observations. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on retrouve le biais froid qu'on a l'habitude de voir maintenant dans l'expérience de référence. Et puis, même dans l'expérience où on retire entièrement la neige, on a toujours un biais froid qui est présent, malgré la grosse diminution de température. Et ce, en particulier dû au fait que le biais froid troposphérique est toujours présent, il est toujours amplifié un petit peu dans cette région. Et donc, clairement, la surface n'a rien à voir avec ce biais troposphérique, malgré tout, ça amplifie un peu les choses dans cette région. Mais l'origine du biais dans l'atmosphère est clairement pas due à la surface. Et donc, on s'est posé la question inverse, qu'est-ce qui se passe si on guidait l'atmosphère? Et donc, on a fait des expériences où ici, on guide les simulations, on guide le vent pour essayer de le ramener vers des observations. Donc là, on fait ça toutes les 6 heures, c'est-à-dire qu'on va ramener le vent simulé vers une réanalyse, ici et réintérim en particulier. Et on voit que ça diminue un petit peu le biais troposphérique, mais il est toujours présent. Et on voit qu'on a toujours un biais froid là, sur la région HMA. Et qu'on a même un léger biais froid sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Et si l'on relâche un petit peu le guidage, on voit que ce biais est
amplifié. Donc, on voit qu'on a un biais froid qui passe de -1 degré en gros à -1,5 lorsqu'on exclut les zones de gros biais. Et on voit que le biais troposphérique est à nouveau réamplifié. Donc, si on veut vraiment enlever ce biais, on a décidé de guider également la température. Donc, vous pouvez voir ici qu'en guidant la température, on s'affranchit entièrement du biais troposphérique. Et par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours le biais froid qui est présent dans la région des hautes montagnes d'Asie. Et à l'inverse, on voit que sur l'ensemble de l'hémisphère nord, on a un léger biais chaud qui commence à apparaître. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait si on laissait les interactions entre la surface et les premières couches de l'atmosphère. Donc, typiquement, on a fait le guidage, mais pas dans les premières couches de l'atmosphère, en relâchant dans ces premières couches. Et ce qu'on voit, c'est que ça amplifie tous ces biais, c'est-à-dire le biais froid dans la région des hautes montagnes d'Asie est d'autant plus froid, et le léger biais chaud sur l'hémisphère nord, il est un petit peu amplifié. Donc, ce qui suggère que probablement le biais froid troposphérique a une influence sur la surface et cache peut-être un léger biais chaud dans le modèle de l'IPS. Donc ensuite, on a essayé de trouver un compromis, parce qu'il faut savoir que guider la température dans le modèle, ça peut complètement un petit peu perturber la physique du modèle. Donc on a essayé des guidages un peu moins violents en termes de température, et en particulier donc ici à 1 jour, et puis après on est revenu à un guidage de 6 heures en vent et 10 jours en température, ce qui fait que le biais troposphérique réapparaît un petit peu, mais on obtient quelque chose d'un peu plus, un biais en tout cas sur l'ensemble de l'hémisphère nord un peu plus faible. Donc là, c'est cette dernière expérience qu'on utilisera dans la 3e partie, donc je le rappellerai à ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, on peut voir un petit peu la même chose ici pour les biais de couverture de neige. On remarque en particulier que donc dans l'expérience la plus guidée, la plus contrainte, on a toujours le biais de couverture de neige qui est présent. Et en particulier, ce biais a tendance à se trouver un petit peu sur les régions montagneuses, quelque chose qu'on a vérifié. Donc, une partie de ce biais peut être due typiquement aux montagnes. Et c'est principalement cette piste qu'on a décidé de poursuivre, même si bien sûr, il y a beaucoup d'autres causes possibles de ces biais. Donc, pour résumer, les biais de surface ne sont pas la source du biais troposphérique dans le modèle de LMDZ. Les biais troposphériques amplifient les biais de surface, mais tout de même, il semble avoir une cause distincte du biais troposphérique, dès lors que si on guide l'atmosphère, on a toujours ces biais présents. On a remarqué que le biais de couverture de neige avait un lien partiel, en tout cas, avec la topographie. Il y a bien sûr beaucoup d'autres causes possibles dans les biais qu'on observe. Donc, nous allons passer à la dernière partie, dont le but va être d'améliorer la représentation de la couverture de neige dans les modèles de climat et en particulier dans le modèle de l'IPSL. Et donc, j'aimerais vous montrer une petite vidéo pour démarrer. Vous pouvez voir la neige, la couverture de neige en période de fonte. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on remarque qu'on a des zones enneigées, ici à gauche, juste à côté de zones découvertes de neige, à l'échelle de quelques mètres ou à quelques dizaines de centimètres. Et puis, si on regarde plus loin, on voit qu'on a également les vallées qui sont découvertes de neige. Et puis, le haut des montagnes ont cette structure un peu de fonte hétérogène. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on représente ça dans les modèles de climat? Car je vous rappelle, ceux-ci ont des mailles de l'ordre de la centaine de kilomètres, voire 50 à haute résolution. Et donc, dans le modèle, on a seulement une altitude moyenne. Et alors, comment on représente cette hétérogénéité de couverture de neige? Donc, pour cela, on a un modèle de neige à l'intérieur de ces modèles, dans les schémas de surface de ces modèles, en particulier ici donc le modèle orchidée, qui est un modèle de neige à 3 couches et qui, à partir de précipitations et de calcul de bilan d'énergie de surface, va calculer tous les flux de chaleur un petit peu à l'intérieur du modèle de neige, sa compaction, l'évolution de l'albédo, etc. Et puis à partir de ça, il va nous donner une quantité moyenne de neige au sein de toute la maille, c'est-à-dire une hauteur, sa densité, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver la couverture de neige dans tout ça? Donc là, la fraction de la maille qui va être couverte par de la neige. Donc pour cela, on utilise des relations empiriques et qu'on appelle des paramétrisations. Donc, ils vont lier typiquement ici la couverture de neige par rapport à la hauteur de neige. Donc, typiquement, plus on a une hauteur moyenne de neige dans la maille, et plus on va recouvrir l'ensemble de la maille jusqu'à une certaine hauteur. Ici, par exemple, 5 ou 10 cm, etc. On va recouvrir 100% de la maille. Et donc, en plus de ça, Nguyen Yang a remarqué en 2007 que cette courbe avait tendance à s'aplatir au fil de la saison.
Et en particulier, ici, par exemple, pour une hauteur de neige d'environ 10 cm en octobre, vous avez une couverture de neige de quasiment 90%. Et puis, plus on avance au fil de la saison, et ici, dans la période de fonte en mai, par exemple, pour la même hauteur de neige, on va recouvrir seulement, par exemple, ici, 50% de la maille, ce qui peut être dû à cet effet un petit peu patchy de la fonte de la neige, car elle se compacte au fil de la saison et elle fond de manière beaucoup plus hétérogène que lorsqu'elle tombe. Et pour prendre en compte cet effet, donc Nguyen Yang a mis en place une nouvelle paramétrisation en incluant typiquement la densité, car au fil de la saison, la neige se compacte et permet de prendre en compte indirectement tout cet effet. Donc la question, c'est OK, ça fonctionne bien apparemment pour des petites zones. Donc ici, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais en point, vous avez les observations et en noir, c'était la paramétrisation. Hein. Mais la question qu'on s'est posée, c'est OK, est-ce que ça fonctionne également pour des choses de plus large échelle, et en particulier des montagnes et des vallées. Et donc en 2012, il y a Swenson et Lawrence qui a refait une étude similaire avec des observations de meilleure qualité et à plus grande résolution, donc au pas de temps journalier et une résolution plus fine. Et donc il a retracé la même chose, l'évolution de la couverture de neige en fonction de la hauteur, ici relative, donc divisé par le maximum de hauteur dans la saison. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'en distinguant des zones de faible variation de topographie avec des zones à forte variation de topographie, donc plutôt plates ou des montagnes, on avait une évolution de la couverture de neige très distincte. Et en particulier, ici, pendant la période de fonte, on voit que pour une hauteur de neige ici, donc c'est une hauteur relative, mais bon, disons 50 cm, on recouvre seulement 50% de la maille dans le cas des montagnes. Tandis que si on est sur une zone plate, on va encore recouvrir quasiment l'ensemble de la maille. Ce qui peut s'expliquer tout simplement que dans les zones de montagne, la neige va s'accumuler davantage sur les hauts sommets. Lorsque ça va fondre, les vallées vont se découvrir de neige. Et pour une même hauteur moyenne sur l'ensemble de la maille, on va recouvrir une surface plus faible dans les zones de montagne. Et donc, pour prendre en compte cet effet, ils ont ajouté typiquement l'écart type de la topographie dans leur paramétrisation, chose qui avait déjà été introduite par Bouville et al. En 1995 et reprise par Roche et al. En 2001. Donc la question qu'on s'est posée, c'est OK, ils ont fait cette étude sur les États-Unis, mais qu'est-ce que cela donne sur d'autres endroits du monde, et en particulier sur la région des hautes montagnes d'Asie. Et donc le gros problème pour faire ce type d'études, et c'est pour ça qu'il y en a si peu, c'est qu'on n'a pas d'observation globale de quantité de neige, c'est-à-dire on arrive assez bien à observer la surface, la fraction de la couverture de neige par satellite, mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à mesurer la quantité de neige qu'on a sur ces zones de montagne. Et donc, pour outrepasser un petit peu ce problème, de notre côté, on a décidé d'utiliser une réanalyse, donc couple observation et modèle, pour obtenir des données. Et donc, cette réanalyse HMASR, donc comme je l'appellerai, elle downscale des forçages météorologiques en prenant en compte des conditions de surface, et puis elle va prédire en assimilant des observations, cette fois de fractions de neige satellites de Landsat et MODIS, va pouvoir avoir des prédictions postérieures de quantité de neige et qui fonctionnent relativement bien sur d'autres massifs montagneux. Et donc, on a décidé d'utiliser cette réanalyse malgré le fait que c'est quand même basé sur un modèle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a moyenné typiquement ces données sur des mailles de modèles de climat de l'ordre de 100 km. Donc, il faut savoir que la réanalyse est à 500 mètres. Donc, nous, ça nous intéresse vraiment parce qu'on a cet écart entre les vallées et les montagnes. Et puis, on a moyenné donc les quantités de neige, de hauteur de neige, densité, etc., et de la variation de la topographie. On a donné ça à manger à des paramétrisations et on a vu ce que ça a donné en termes de couverture de neige par rapport à la couverture de neige de la réanalyse. Et pour cela, on a utilisé donc plusieurs paramétrisations, celle de Roche et al. Qui inclut la variation de la topographie, mais ne prend pas en compte cet effet d'hystérésis au fil de la saison de fonte plus patchy, comme on a vu précédemment. La Swenson et Lawrence qui distingue une courbe d'accumulation et de fonte en prenant en compte la variation de la topographie lors de la fonte. La Nguyen Yang qui est celle d'origine dans Orchidée, qui prend en compte cet effet d'hystérésis, donc d'évolution de la neige avec la densité, mais ne prend pas en compte la topographie. Donc, on a proposé une nouvelle paramétrisation qui inclut cette variation de la topographie qu'on appellera LA22. Et puis, on a essayé de comparer ça à un algorithme de deep learning en donnant à manger les mêmes paramètres et en l'entraînant avec la réanalyse, en essayant de prédire la couverture de neige de la réanalyse. Donc, on a fait ça sur une période d'entraînement. Pareil, on a calibré les paramètres là, de topographie pour la 22 et on va évaluer ça sur une période d'évaluation. Et donc, on peut revoir les plots qu'on a vus précédemment, donc d'évolution de la couverture de neige par rapport à la hauteur.
Et donc, à gauche, vous retrouvez l'évolution de la réanalyse, donc avec tous les points, et plutôt pour les zones plates et de montagne, avec un seuil ici d'écart type de la topographie à 300 mètres. Et on retrouve un petit peu les résultats de Swanson et Lawrence, c'est-à-dire sur les zones plates, on a une évolution de la couverture de neige qui est un petit peu plus pentue comme ça, et tandis que sur les zones de montagne, on va avoir un spread beaucoup plus important, et en particulier ici des évolutions de couverture de neige qui vont être beaucoup plus basses. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les différentes paramétriations? Donc, on a bien vu la roche étale, elle inclut la topographie. Donc, on voit qu'en effet, on a une évolution différente entre les deux, mais on a un spread vraiment pas suffisant, ce qui peut être dû au fait qu'elle ne prend pas en compte justement cet effet d'évolution d'hystérésis. La Nuanyang prend en compte l'hystérésis, on voit que le spread n'est quand même pas suffisant, mais par contre, on voit qu'il n'y a aucune différence entre les zones de montagne et plates parce qu'elle ne prend pas en compte cet effet tout simplement. Et puis, dans les dernières paramétriations qui prennent en compte la combinaison de tous ces effets, on voit qu'on a une évolution beaucoup plus fidèle aux observations. Et donc, pour se visualiser ça spatialement, ici, vous retrouvez un petit peu la même chose. Donc, à gauche, vous avez la climatologie, cette fois de la neige saisonnière, de la réanalyse HMASR, donc de manière annuelle en hiver et au printemps. Donc, vous retrouvez ici la même chose à droite. Et donc, à droite, vous avez le biais, cette fois, de couverture de neige simulée par les paramétriations, moins la climatologie, donc de la réanalyse. Donc, on retrouve que pour roche étale, de manière annuelle, c'est pas trop mauvais, mais on voit que printemps, cette paramétrisation a tendance à surestimer la couverture de neige. Et de fait, elle a beaucoup de difficultés à représenter le cycle annuel, probablement parce qu'elle ne représente pas cet effet patchy de fonte de la couverture de neige. La Nuanyang, sans surprise, surestime énormément la couverture de neige sur les régions montagneuses. La Swanson et Lawrence est meilleure sur les régions montagneuses, mais surestime un petit peu sur le plateau tibétain. Et puis, on voit que dans les deux dernières paramétriations, donc la LA22 qui est la même que la Nuanyang, mais en prenant en compte l'effet de la topographie, on arrive à largement diminuer le biais de couverture de neige. Malgré tout, on a une légère sous-estimation ici de couverture de neige au nord du Tien Shan, ce qui peut suggérer que la prise en compte de la variation de la topographie n'est pas le seul facteur qu'il faudrait prendre en compte, mais en tout cas, au premier ordre, cela permet de largement diminuer les biais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des résultats assez similaires avec l'algorithme de deep learning, ce qui donne assez confiance dans cette dernière paramétrisation. Donc, on a ensuite essayé d'introduire certaines de ces paramétrisations dans le modèle LMDZ Orchidée, en particulier donc, la Nuanyang qui est déjà là, celle de référence, la LA22 et celle de Swanson et Lawrence. Donc, on a fait ça avec des simulations guidées, comme on a vu dans la deuxième partie, donc en guidant en vent toutes les 6 heures et la température tous les 10 jours. Et puis, on va ici, je vais vous montrer seulement les résultats à haute résolution. Et on comparera ça à cette fois un produit de l'ESA, la CCI Moody's, qui est beaucoup plus fiable que le produit qu'on avait vu dans la première partie. Donc, vous pouvez voir ici ce que ça donne en termes de biais de couverture de neige simulé à nouveau. Donc, ici, pour l'expérience de référent, qui utilise la paramétrisation de Nuanyang, on retrouve ce biais de couverture de neige qu'on voit depuis le début, qui se concentre principalement ici sur les régions montagneuses. On voit qu'on a la même chose un petit peu sur les Alpes, mais par contre, pas tellement sur les autres régions montagneuses. Donc là, on ne sait pas trop si est-ce que, d'après Swanson et Lawrence, on s'attendrait plutôt à avoir une surestimation. Donc, il y a peut-être d'autres biais dans le modèle, etc. Bon, on pourra en discuter plus tard. Si on inclut donc la variation de la topographie avec la LA22, on voit typiquement sur le plateau tibétain, ici, on arrive à réduire largement la couverture de neige sur les régions montagneuses. On voit qu'il y a un biais persistant un peu sur le pourtour du plateau, typiquement parce que le relief est encore lissé à 50 km de résolution, et donc on peut avoir un flux d'humidité un peu trop important qui arrive sur le plateau et qui va tomber sur le plateau. Et dans ce cas-là, notre paramétrisation, elle ne sert à rien parce que c'est des zones plates. On voit qu'on a une amélioration également sur les Alpes, ici. Et puis, par contre, on voit qu'on détériore du coup sur les autres régions montagneuses, forcément, parce que notre paramétrisation diminue la couverture de neige. En particulier, on voit qu'on a aussi une détérioration ici sur les zones un peu de forêt au nord du Canada. Donc, il y aurait des choses à regarder un peu plus en détail à ce niveau-là. Au niveau de la paramétrisation Swanson et Lawrence, donc celle-là, elle diminue un petit peu moins le biais dans la région de Haute-Montagne d'Asie, elle détériore moins ailleurs. Et par contre, on a un excès de couverture de neige un peu là-haut. Donc c'est au printemps ici, je peux vous montrer les cartes dans la période de fonte, là où il y a le plus de différence.
il y a un excès de couverture de neige un petit peu sur l'hémisphère nord, pourrait peut-être se calibrer un petit peu dans le futur. Donc, pour résumer, prendre en compte la variation de la topographie dans les paramétrisations de couverture de neige semble essentiel, en tout cas sur les régions montagneuses. Aujourd'hui, ça confirme l'étude de Swanson et Lawrence, une note de Miao et al. Également sur la région des hautes montagnes d'Asie, mais avec des autres observations indépendantes. Il y a bien sûr d'autres processus qui peuvent être en cause dans les biais qu'on observe dans cette région, sur les précipitations, les aérosols, etc. La question se pose au niveau de la calibration. Donc forcément, là, on a calibré seulement sur la région schéma. Il faudrait calibrer sur d'autres régions avec d'autres jeux de données et en particulier regarder ce qui se passe dans les zones de forêt. Mais on a un manque aujourd'hui vraiment crucial d'observation de précipitations neigeuses et de quantité de neige sur les régions montagneuses. Donc il faudra être un petit peu patient pour pouvoir continuer et aller plus loin pour ce genre de choses. Il pourrait y avoir une limitation sur les zones de neige permanente. Il faut savoir, dans le modèle, il y a tendance à avoir de la neige qui s'accumule de manière presque infinie sur certaines mailles. Or, en réalité, on sait que la neige s'accumule à des endroits et forme des glaciers. Donc, il y aurait également des choses à faire ici. Il y a bien sûr d'autres, on n'a pas testé toutes les paramétrisations qui existent. Et le machine learning, en tout cas le deep learning, semble être prometteur pour ce type de paramétrisation et ou pour tester en tout cas l'influence d'autres paramètres. Donc voici pour l'ensemble de la présentation. Je vais maintenant finir par une conclusion un petit peu générale et des perspectives sur ce travail. Donc, je vous rappelle donc la première étude, qui était l'étude multimodèle, dont l'objectif était d'étudier un petit peu et quantifier les changements climatiques en HMA. On a vu qu'il y avait un biais froid qui était toujours présent dans la plupart des modèles Synopsys en HMA, qu'il n'y avait pas de lien évident entre les biais et les tendances, car certains modèles très biaisés sont capables de reproduire les tendances passées et inversement. L'origine des biais semble différente d'un modèle à l'autre, même si de manière générale, la plupart des modèles qui avaient un biais froid tendaient à surestimer la couverture de neige. Et typiquement, la résolution des modèles n'améliore pas systématiquement les performances. Donc, il faut continuer d'améliorer vraiment les modèles, et en particulier sur les régions de montagne. D'autant plus qu'il y a un enjeu socio-économique et environnemental très important dans la région d'HMA. Il y a beaucoup de populations en plus autour. Et il y a bien sûr d'autres variables qu'on n'a pas étudiées dans cette thèse qui peuvent être très importantes, que ce soit la couverture de neige, les aérosols, la couche limite, etc. On a enfin vu donc que pour les projections futures, on s'attendait à un réchauffement, une augmentation des précipitations, une diminution de la couverture neigeuse, mais quand même sacrément différente en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur ce qu'on veut pour le futur. Donc cette étude, elle a mené un article qu'on a publié dans Earth System Dynamics, Climate Change in the High Mountain Manager, en 2021. Et puis donc ensuite, la deuxième partie qui a focalisé un peu plus sur le modèle de l'IPSL. Donc on a vu qu'il y avait un gros excès de couverture de neige et un biais froid en surface et dans la troposphère. Néanmoins, on a vu qu'avec différentes expériences, les biais de surface ne semblaient pas être à l'origine des biais troposphériques. À l'inverse, que les biais de surface semblaient avoir une cause distincte également des biais troposphériques, car même si on enlevait complètement le biais de la troposphère, les biais de surface étaient toujours présents. Malgré les faits, le biais troposphérique amplifie clairement ces biais. On a vu également que le biais de couverture de neige semblait en partie lié à la topographie, et c'est sur quoi on s'est focalisé ensuite, malgré le fait qu'il y a d'autres causes possibles à ces biais. Et donc, la dernière partie qui avait pour objectif d'améliorer la représentation de couverture de neige en région de montagne a montré que la prise en compte de la topographie sous-maille dans les paramétrisations de couverture de neige semblait essentielle sur les zones de montagne. Ça a permis de réduire le biais de couverture de neige et de température. Bon, ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est également le cas dans la région HMA, sur les Alpes. Par contre, ça détériore ailleurs. Donc, à voir s'il y a d'autres biais en jeu ou si les paramétrisations sont bonnes ou mauvaises en fonction des calibrations, etc. Il y a bien sûr d'autres processus qui sont certainement en jeu. Les calibrations, je viens d'en parler, on a déjà parlé. Et le deep learning semble également prometteur pour ce type de paramétrisation. Et avant de terminer, si j'avais des conseils à donner typiquement aux équipes de l'IPSL pour passer de CMU6 à CMU7, ou si j'avais à continuer ce travail, typiquement ce que je ferais, moi, c'est que j'implémenterais la Swanson et Lawrence, c'est celle qu'on a développée dans le modèle Orchidée, en conservant un switch vers chacune de ces différentes paramétrisations, parce que typiquement, en fonction des différentes configurations, on va avoir des biais différents
et notre paramétrisation n'aura peut-être peu d'intérêt en offline, orchidée typiquement, parce qu'on a vu qu'au contraire, il n'y avait pas de pied de couverture de neige sur les montagnes. On pourrait envisager de calibrer directement ces paramétrisations dans le modèle, alors qu'on a très peu d'observations encore, mais il faut faire attention aux compensations de biais, typiquement qui seront différentes en plus entre les versions couplées et non couplées. Bien sûr, ça serait mieux de faire des calibrations plus physiques lorsqu'on a vraiment des observations. On en a déjà, donc sinon on pourrait faire un travail aussi de rassembler différentes observations à différents endroits. Il faut approfondir des simulations orchidées offline pour voir un petit peu les incertitudes liées au jeu de forçage, justement, qu'on a évoqué, mais qu'on n'a pas vérifié dans le travail de cette thèse, et regarder ce qui se passe dans les zones de forêt, parce qu'on sait que l'évolution de la neige a un lien étroit avec les zones de forêt, via l'interception, le rayonnement, etc. Et puis, par contre, dans toutes les simulations couplées, il faut faire vraiment attention à ce biais troposphérique, parce qu'on a vu que ça avait un impact sur l'ensemble des surfaces continentales et des biais de température de surface sur l'ensemble de la Terre. Au-delà de la paramétrisation de couverture de neige, donc, il faudrait également améliorer la représentation de l'albédo dans le modèle orchidée, en particulier prendre en compte le dépôt d'aérosols, donc typiquement ces petites particules qu'on a par exemple dans les événements sahariens, où on voit que la neige devient orangée, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte là, dans le modèle LMDZ orchidée, sachant qu'on sait que c'est un impact radiatif assez important dans la région justement où on a des biais. Donc chose qui avait déjà été un petit peu faite par Martin Gerhardt et qui est remise au jour aujourd'hui par un postdoc qui est en train de travailler sur le sujet. Il faudrait également prendre en compte la traînée orographique de petite échelle, donc de manière dynamique, se débrouiller pour que les flux d'humidité ne pénètrent pas trop sur le plateau et que les montagnes freinent suffisamment les flux d'air pour comme ça que les précipitations tombent davantage sur les montagnes et non pas au-delà, pour que ce soit plus réaliste. Il y a également un gros problème au niveau du calcul du bilan d'énergie de surface dans Orchidée qui est encore fait de manière unique, c'est-à-dire qu'on a un seul bilan moyenné pour l'ensemble des types de surface, et en particulier pour les zones enneigées et non enneigées. Donc c'est quelque chose qui est en cours aussi, je crois, par une thèse ou un postdoc dans les équipes LMDZ Orchidée. Ça serait pas mal peut-être de penser à mettre des bandes d'altitude et penser à un couplage neige-glace pour typiquement essayer que l'excès de neige soit restreint à certaines bandes d'altitude et n'impacte pas l'ensemble de la maille. Il y a bien sûr du travail encore énorme à faire dans la couche limite, dans les régions de montagne, où on manque encore d'observation. Et donc, voilà, c'est un travail commun à faire entre les équipes de théorie, d'observation et de modélisation. Donc, merci pour votre attention. Et avant que vous applaudissiez, j'ai juste quelques slides extra-thèse. Tout ce travail m'a permis donc, de faire un site internet. Vous pouvez retrouver cette présentation sûrement dans quelques jours et toutes les autres. J'ai également créé une chaîne YouTube au cours de cette thèse, dont je remercie Clara et Guillaume, je ne sais pas trop où ils sont, mais qui m'ont aidé à faire ce travail. Et bien sûr, Gerhardt, qui a fait partie de ma première interview sur la première partie du rapport du GIEC, qui a beaucoup plus de succès que le vidéo d'ailleurs. Et on a également aidé la réalisation d'un petit teaser pour l'IGE, typiquement ici de représenter les moussons, les précipitations lors des moussons, l'évolution de la quantité de neige sur le plateau tibétain qui a donné lieu à un article sur l'encyclopédie de l'environnement qui a été écrit par Martin, Patrick et Fanny, je crois. Un article grand public sur le site de l'IGE sur notre première étude. Et puis, je remercie plus largement donc l'OSU, Thèse en images, le collectif Personnage qui m'ont permis de faire des petits exercices de vulgarisation et le podcast Allodoc. Et puis, de manière générale, je remercie donc l'ensemble de mes collègues, postdoc, thésard et les permanents aussi, avec qui on a partagé des PhD lunch, tant en montagne, dans les conférences, dans le bureau et jusque dans les refuges. Et puis, sans oublier les petites siestes qui ont largement contribué à la qualité de ce travail. Voilà, merci pour votre attention.